Bienvenue dans le podcast de l'EFUS, le Forum européen pour la sécurité urbaine, un réseau européen de 250 autorités locales et régionales dédiées à la sécurité urbaine. Je suis Julie Martin, journaliste. Dans cet épisode, réalisé dans le cadre du projet Icarus, je vous invite à suivre Laurent Mess dans la découverte du centre Transit à Bruxelles, en Belgique, dont il est le directeur adjoint. Une visite organisée par l'EFUS pour les participants de sa conférence Sécurité, démocratie et ville qui a eu lieu à Bruxelles en 2024. Suivons notre guide en immersion dans Transit, créé en 1995, une structure qui est à la fois un centre d'accueil de jour et d'hébergement pour les usagers de drogue adultes. Quand vous êtes arrivé, vous avez vu, on a un SAS. Alors, il n'est pas très sexy, mais il est très important pour nous. Le SAS, il a deux fonctions. Il nous permet à nous de faire attendre le moins longtemps possible les gens devant, ce qui participe à une pacification de l'espace public. Et quand il y a un problème dans le centre, ce qui arrive de temps en temps, l'enjeu c'est que la personne arrive là. Donc voilà, ça a vraiment une fonction importante pour nous, il a une fonction de sécurité et de limitation des nuisances au niveau de l'espace public. Voilà, c'est du robuste, donc quand il y a un problème dans le SAS, c'est toujours mieux qu'ici. Voilà. Le tout pour nous va être de tout faire pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc on va être beaucoup dans l'anticipation. Parfois ça arrive, quand le problème arrive, on essaie de le gérer comme on peut. C'est pas la pièce la plus sexy de l'institution, mais c'est la plus importante. Donc on est dans l'accueil. Toute personne qui rentre dans l'institution en centre de jour ou en hébergement passe par ici. Et cette pièce a comme fonction d'être le tampon entre la rue et leur mode de vie et le centre et son fonctionnement. On travaille avec des consommateurs actifs, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc du coup, le fait que les personnes arrivent avec du matériel de conso, des médicaments, de l'alcool, couteau, tournevis, cutter, c'est fréquent. Et tout ce qui est interdit dans le centre, donc ce que je viens de vous citer, doit être mis dans les casiers. Donc les casiers nous permettent vraiment de pouvoir assurer à la personne de déposer ce qui est interdit dans le centre, dans le casier, et de le récupérer quand ils partent. Il n'y a pas des quantités de quoi que ce soit là-dedans. Au mieux, il y a un alu avec un résidu de fin de conso, des canettes d'alcool plates et tièdes. Voilà. Mais ça nous permet aussi, chaque fois qu'on va chercher avec eux ce qu'ils ont besoin dans leur casier, dans le cadre d'une sortie conso, de faire de la réduction des risques. Tiens, tu prends quoi ? Ah, mais est-ce que tu as le matériel qui va avec ? Ah, mais attends, et tu vas consommer comment ? Et on va vraiment utiliser tout pour faire levier, pour donner de l'info, donner du matériel. Donc voilà. Et donc cette petite pièce-ci a vraiment tout son sens. C'est que c'est le temps d'arrêt en disant, voilà, à partir d'après, tu es dans le centre. Et dans le centre, il y a 3 règles. Pas de conso dans la maison, pas de violence et respecter les horaires. Alors c'est pas vrai, il y a plein d'autres règles. Mais toutes les autres règles rentrent dans une de ces 3-là. Et imaginons que vous arrivez ici pour la première fois aujourd'hui, ça fait une semaine que vous êtes dans des consommations pas possibles, vous n'avez quasiment pas dormi. Si je viens avec le règlement, soit vous partez, soit j'ai le règlement au visage. Donc la manière dont on va expliquer les choses, c'est hyper important. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on explique aux gens, voilà, on fait, ici il y a 3 règles, c'est simple. La personne, elle retient ça très facilement. Et dans un premier temps, ça suffit. Et puis une fois que la personne aussi, on sait si elle reste ou pas, on va prendre le temps de lui expliquer tout le règlement. Mais dans un temps, 2. Et ça se passe en général mieux. Quand la personne arrive avec des affaires, on tape les affaires ici. Et quand on sait qui reste en hébergement ou pas, donc en fin de journée, on contrôle avec la personne le contenu de son sac et on redispatche ce qui peut rentrer ou pas dans le centre. Voilà. Ça va ? On va continuer. Donc, le bâtiment, c'est une ancienne école. Donc avant qu'on l'occupe, c'était une école. Il y a eu pas mal de transformations du fait des modalités d'accès du centre. Et comme ça, vous savez, c'est une ancienne école. Le bâtiment appartient au CPS de Bruxelles, donc c'est le centre public d'aide sociale de la ville. Et donc on bénéficie à titre gratuit d'un bâtiment qui nous est cédé depuis plus de 26 ans. Donc ça, c'est précieux. On va aller dehors maintenant. On a vraiment cette chance d'avoir un énorme bâtiment en région bruxelloise avec une cour intérieure. Et donc ça nous permet aussi, toutes les fois où des gens ont envie de fumer une clope, c'est d'avoir accès à cet espace extérieur à l'intérieur et pas de le faire ressortir. Le nombre de tensions qu'on arrive à éviter parce qu'on est dehors, parce que le groupe est aéré, on arrive vraiment à dispatcher l'ensemble des usagers qui fréquentent le centre sur différents niveaux du bâtiment et dans des espaces qui sont relativement bien accueillants et aérés. Donc pour l'équipe aussi, il y a le train, pour l'équipe aussi, c'est précieux d'avoir ces espaces-là parce qu'il y a des tas de moments où c'est pas dans le bureau que les choses vont se passer. C'est au fond de la cour, sur un banc, quand on fait une partie de kicker. Ce public, tout faire dans des bureaux, ça ne marche pas. Dans plein de cas, ça marche bien, mais ça marche pas toujours. Et donc le fait de pouvoir à un moment donné amorcer les choses avec une pause clope, ça permet de faire du lien. Et à partir du moment où le lien est créé, on peut quasiment tout faire. Alors, derrière vous, au rez-de-chaussée, c'est une grande salle occupationnelle. On ne va pas rentrer, ça fait un peu zoo, mais il y a plein de fauteuils et ça permet vraiment aux personnes qui arrivent le matin de se poser, de finir leur nuit là. Il y a des activités qui sont aussi proposées avec une table de ping-pong, des activités occupationnelles, il y a un petit peu de tout.
Quand il fait beau, on peut bénéficier de l'extérieur pour faire du sport avec eux. Et tout est prétexte à faire du lien. Alors, on était tout à l'heure sur le rez-de-chaussée, ça c'est vraiment les espaces formels avec tout ce qui est bureau, de la psychologue, l'équipe sociale, des infirmières et ainsi de suite. On n'a pas de médecin, ça je vous l'avais expliqué. Là, c'est l'aile administrative. Derrière ici, vous avez la cuisine, cafétéria et réfectoire. On offre un repas chaud tous les midis à toutes les personnes présentes physiquement dans la maison. Et c'est l'équipe plus une personne qui est en charge de la cuisine, une Arctic 60, qui s'occupe du repas. Et c'est toujours quelque chose de chaud, de copieux. Donc c'est comme à la maison, mais en grande quantité. Et on fait en sorte que chacun ait quelque chose de copieux à se mettre sous la dent. Et quand c'est bien cuit et en suffisance, ça a fonction de paix sociale. Et donc, tout ça est toujours gratuit. Tout est gratuit. Donc tout ce qu'on propose ici est totalement gratuit. Accès toilettes et douche pareil au -1. Au +1, on va y aller maintenant, c'est l'espace de l'hébergement. L'aile des bureaux de la 2e ligne. Et au dernier étage, surtout le L, c'est les appartements supervisés. Et vous devez refuser du monde? Tous les jours, oui. Au niveau hébergement, on refuse tous les jours du monde, beaucoup de monde, depuis 2012. On a vraiment une explosion. Il y a eu une courbe ascendante depuis toujours avec la création du centre. Mais à l'hiver 2012-2013, on a vraiment eu un pic qui n'est jamais redescendu jusqu'au lockdown Covid. On vient de fêter les 4 ans là. Et depuis, le taux de saturation reste plein. Donc, voilà. Comment vous priorisez du coup? Ça c'est sur la question, voilà, c'est la bonne question. Ce sur quoi on va discuter, c'est la situation de crise. Il n'y a rien de plus subjectif que ça, et tant mieux. Ça permet aux travailleurs de pouvoir être créatifs. Voilà. Alors objectivement, une femme va toujours avoir un niveau de priorité par rapport aux discussions qu'on a. Et après, ça va vraiment être la situation de crise. On peut tout y mettre derrière la crise. Alors il y a parfois des personnes qui vont être... ça va, Mehdi, qui vont être sur des hébergements répétés parce qu'en fait la situation de crise rejaillit régulièrement. Pour d'autres, on va parfois mettre plus de temps à les reprendre en hébergement parce qu'on est complet, parce que l'hébergement s'est peut-être pas bien passé ou parce que la personne, elle est à la rue, mais ça tient. C'est horrible de dire ça, mais c'est ça. Voilà. Et donc, volontairement, il y a du flou sur ça pour que l'équipe ne soit pas bloquée. Comme je vous disais, il y a 3 règles dans l'institution. Il y a volontairement des zones grises. Il y a quelques règles phares et des zones grises. Les zones grises, on en a besoin pour pouvoir fonctionner avec le public sans déroger au cadre. Alors les nouveaux travailleurs, les zones grises, ça les insécurise, c'est flou. Les travailleurs plus aguerris, ils jonglent avec ces zones grises pour fonctionner avec le public. Voilà. Et on peut vraiment, moi je dis ça fait longtemps que je travaille ici, ils sont très créatifs et donc ça nous impose d'être cohérents et juste. Et donc à un moment donné, un truc trop rigide, ça ne marche pas avec ce public. Voilà. Et vous accueillez que des personnes seules? Non, hommes, femmes, couple. Pas d'enfants. Et alors, pour l'instant, pas d'animaux. Et pas d'enfants? Pas d'enfants. Il faut des dérogations au niveau du cadre légal par rapport à ça. C'est un centre de crise, c'est vraiment pas un lieu adéquat. Mais donc, on accueille des hommes, des femmes, des couples. Mais on ne mélange pas les genres en chambre. Parce qu'il y a les vrais couples. Disons, vous arrivez en couple, vous restez en couple, vous repartez en couple, on peut se dire, à la limite, ils sont en couple, peu importe. Notre problème, c'est pas ça. C'est le nombre de couples qui se font et se défont à des vitesses folles. Et si on doit commencer à compter les points de qui est avec qui, on s'en sort pas. Donc de nouveau, pour éviter d'être dans l'arbitraire, les couples ne sont pas en chambre ensemble et on ne mélange pas les genres à l'hébergement. Voilà. Mais je vais vous montrer l'hébergement maintenant. Donc ici, on est sur l'étage de l'hébergement. Cet étage-ci n'est accessible que le soir à partir de 19h, après le repas du soir qui se prend au -1, là où on était tout à l'heure. Donc cet étage nous permet d'avoir des accès non occupés à certains moments. Et donc c'est donc ici que se déroule l'espace femme 1 fois par semaine. Et en 2-3 tours d'aménagement, ça devient un espace très cosy où il y a des panneaux colorés, elle met de l'encens, et donc cet espace qui est correct mais qui est assez froid devient quelque chose de très cosy. C'est aussi ici où on fait des réunions, les petits jobs aussi, il y a toute une campagne les petits jobs comme en France au niveau de la constitution des kits crack, donc on rémunère les usagers pour des petits jobs sur toute une série de choses qui sont utiles à faire. Et donc, pour des questions pratiques, les équipes qui se succèdent en 24-24 et qui font les nuits ont l'alignement du couloir dans le prolongement du bureau, ce qui permet d'avoir une vue. L'idée vraiment, c'est de ne pas passer sa nuit dans le bocal, mais c'est d'être un maximum en contact avec les usagers. On a 22 places. Donc la capacité totale du centre de crise, c'est 22. On s'arrête toujours à 20 personnes dans les discussions qu'on a l'après-midi en briefing pour garder 2 lits d'urgence. Donc dans un centre de crise qui est plein tout le temps, on tient à avoir 2 lits d'urgence. Il y en a un qui est dédié historiquement aux arrivées police et ou prison, congé pénitentiaire, libération, ce genre de choses, et l'autre qui sont les arrivées communes ou via nos partenaires. Il y a un turnover important, l'hébergement c'est 13 jours, c'est à la fois bien mais court. L'équipe a la capacité de pouvoir prolonger au cas par cas
la situation des personnes en fonction de ce qui pourrait se débloquer ensuite. Et il y a des gens qui ne tiennent pas plus d'1 heure ou de 3 jours. Donc ça tourne beaucoup et tout le temps. Il y a un petit fumoir qui est là. On a une population qui est fumeuse, donc voilà. Vu les avancées légales autour des interdictions tabac, avant on pouvait fumer partout, maintenant on peut fumer là. Alors je vais vous montrer maintenant les chambres. Donc, si les portes sont ouvertes, c'est qu'on a une société de nettoyage avec laquelle on est en contrat et qui vient faire 7 sur 7 tout le bâtiment. C'est grâce à eux que le bâtiment est encore debout aujourd'hui et qu'on n'a pas d'infestation de nuisibles ou de punaises ou de... Voilà. Donc voilà. On a fait le choix d'avoir que 2 lits par chambre. On pourrait facilement dédoubler, on refuse, on préfère vraiment privilégier la qualité à la quantité en termes de prise en charge, dans le sens aussi où c'est déjà pas évident pour beaucoup d'être à 2. Ils doivent être ensemble et ils ne choisissent pas forcément toujours avec qui ils sont, donc c'est parfois compliqué. Et on fournit tout, tête d'oreiller, drap, literie, on change autant de fois que nécessaire, on demande que tout soit en état, et puis il y a une société de nettoyage qui vient tout nettoyer. Voilà. Détail d'importance, mais détail quand même, donc il y a un verrou qui est à l'intérieur, donc toute personne peut fermer l'intérieur, et ça confère aux femmes qui sont en hébergement un réel sentiment de sécurité. Si on n'avait pas ça, je pense qu'on en aurait encore moins. Et donc la nuit, les équipes sont obligées de faire un tour des chambres maximum toutes les heures pour s'assurer que tout le monde va bien. Alors on fait ça de manière très bienveillante, très discrète, mais c'est de s'assurer que les 2 personnes dorment et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse un malaise ou une overdose. Au bout du couloir, accès aux toilettes et aux douches. Voilà, et alors la nuit en général ça se passe bien. Moi j'ai fait des nuits pendant plus de 10 ans. C'est la nuit que les gens oublient leur carapace dans leur lit. Et quand ils viennent discuter, c'est là que les choses se passent. C'est précieux ces moments-là. C'est parfois pas simple, mais c'est précieux. Donc voilà, c'est des chouettes moments. Et le public avec lequel on travaille, qui est quand même dans des conditions de vie assez désastreuses, une fois que le lien de confiance est créé, ça permet vraiment d'avancer. Il ne faut pas oublier que comme on est un centre de crise, par défaut, les gens ne viennent que quand ils ne vont pas bien. Nous, quand on ne voit plus quelqu'un, il y a toujours 3 options. Tout va bien et on l'espère le plus longtemps possible. La personne est en prison et on la reverra bien quand elle sort. Ou la personne est décédée. Et on peut le tourner comme on veut, c'est toujours un de ces 3-là. Et donc ouais, ça c'est la particularité du centre de crise. Et alors aussi, ce qui est très significatif ici, c'est la répétition des mêmes démarches. Il y a des gens avec qui on va faire pour la 88e fois la déclaration de perte de carte d'identité. Ah bah oui. Ou qu'ils l'ont à peine reçu, 2 heures plus tard, ils l'ont reperdu. Eh ben on recommence et c'est pas grave. Voilà. Et c'est cette posture de non-jugement, d'ouverture, qui fait que les gens reviennent, se sentent bien ici. Mais ils savent aussi qu'on a un cadre. Ce cadre, il est nécessaire et pour nous, pour notre pratique, et pour eux, pour qu'à un moment donné, les choses se passent le mieux possible. Voilà, on a un règlement qui fixe une série de choses et on s'y tient. Et alors, vu qu'on est dans de la crise, c'est souvent binaire. Hein. Action-réaction. Ça ne veut pas dire quelque chose de lourd, mais on ne peut pas se dire l'équipe va réfléchir et te dit quoi la semaine prochaine. La temporalité ici ne nous permet pas d'être là-dedans. Voilà. Je vais encore vous montrer un projet en haut et puis le comptoir d'échange de matériel. Donc, ici on est sur ce qu'on appelle nous les appartements supervisés, c'est le projet phase 4. Alors pourquoi phase 4? C'est qu'en fait, les 3 autres phases, c'est en lien avec le centre de crise. Phase 1, c'est les 2 premiers jours, on fait connaissance, il y a certains éléments sur lesquels on est très très attentif. Phase 2, c'est l'hébergement lui-même de 13 jours. L'équipe sait dans ces référencements-là où se trouve tout de suite la personne. Phase 2, c'est si la personne veut mettre des choses en place, c'est là qu'on va, avec l'équipe, travailler d'arrache-pied à le mettre en place. Et la phase 3, c'est à partir du moment où on a une date d'entrée confirmée quelque part, que tout est en ordre, et qu'il n'y a plus rien à faire. Alors c'est rare qu'ils soient en phase 3, mais quand ça arrive, c'est top. Et donc dans notre jargon interne, la suite, c'était les projets d'appartements supervisés appelés phase 4. Donc ce projet fonctionnait depuis 2008. Avant, c'était un énorme grenier, un peu désaffecté, avec plein de pigeons, comme ça. Donc le CPS, qui est propriétaire du bâtiment, a validé le fait qu'on puisse transformer ça en 8 studios. Donc il y en a 6 côté rue, donc 2, là on est du côté de la rue, et alors 2 autres côté train, qu'on entend tout le temps dans l'enregistrement. Ce projet est plus récent et s'adresse à un public qui, contrairement au public d'en bas, va beaucoup mieux. Du coup ici, il fait toujours calme, propre, ça sent bon, c'est une autre ambiance. Voilà, moi je préfère l'ambiance d'en bas, mais voilà, chacun son truc. Les personnes ici vont aussi rester sur une durée beaucoup plus longue. Et donc l'appropriation de cet espace va pouvoir se faire de manière différente. Ils vont rester sur du 6 mois, 1 an, parfois même un peu plus. Sauf que dans la manière dont on a construit le projet, on va travailler vraiment avec eux au quotidien. Ça, c'est ma collègue qui est là. Il y a des référents qui vont voir les personnes dans les appartements 1 fois par semaine pour une petite évaluation de suivi. Et 1 fois par mois, on va faire le solde des évaluations de suivi pour voir si on prolonge ou pas la personne. Donc de moins en moins la personne est prolongée, mais elle sait quasiment au jour le jour comment se passe son hébergement. L'idée c'est pas de rendre quelqu'un d'anxieux par rapport au fait de savoir ou pas s'il est prolongé.
Voilà. En théorie, ce qu'on avait voulu dès le départ, c'est qu'il y ait 4 appartements dédiés aux candidatures qui viendraient d'en bas, mais 4 appartements qui soient dédiés à des candidatures qui viennent des centres de cure, post-cure, hôpitaux et ainsi de suite. Dans les faits, depuis maintenant quand même un petit temps, on a de moins en moins de monde en capacité d'être directement depuis en bas, relayé vers le haut. Les situations sont complexes, la stabilisation des personnes est également complexe à mener. Voilà. Et alors les critères pour pouvoir venir ici, il y en a 5. 3 objectifs, 2 plus subjectifs, on aime bien ce qui est subjectif ici. Les 3 critères objectifs, il faut que la personne ait un projet à part. Il ne faut pas que la personne soit en attente de quelque chose d'autre. Il faut que la personne ait une situation administrative et financière qui lui permette de payer un loyer, contrairement à en bas, ici c'est payant. Et il faut que la personne ait aussi la possibilité de mettre son domicile quelque part. Ils ne peuvent pas se domicilier ici. Ça, c'est pour des questions légales et administratives. Par contre, on a des accords avec une antenne du CPS ici de Bruxelles pour que les personnes puissent mettre une adresse de référence. C'est un peu un domicile de secours. Donc ça exclut, contrairement à en bas, des personnes qui ne sont pas en ordre de séjour sur le territoire. Au centre de crise et dans l'ensemble des projets de transit, ils y ont totalement accès, pas ici. Et les 2 autres critères plus subjectifs, c'est qu'il faut que la personne soit dans une relative bonne gestion ou abstinence de sa conso. Et il faut que la personne soit en capacité de faire preuve d'autonomie pour du logement. Quand je disais que c'était plus subjectif, c'est que ça laisse la possibilité aux collègues de pouvoir à un moment donné proposer ce genre de projet à des personnes pour qui c'est pas 100% sûr. On se donne l'occasion avec eux d'essayer. Là, je vais vous prendre une clé pour vous montrer un logement. Neuf, voilà, parce qu'il y a une succession d'usagers, donc là il fallait remettre un peu les choses en état. Et en général, c'est en état. C'est juste que là, on a rafraîchi, on a repeint, ce genre de choses. Mais donc l'idée, vous le voyez, c'est que tout doit être fonctionnel pour que la personne arrive. Qu'elle vienne d'en bas ou d'un centre, en général, ils ont un sac avec quelques affaires, rien d'autre. Et donc, tout est fonctionnel en termes de fourniture pour que la personne puisse être en capacité d'être en réelle autonomie, comme vous ou moi, dans notre logement. Pour certains, c'est juste une transition. Ils sont en capacité de faire preuve d'autonomie. Ça va vite bien. Pour d'autres, il faut tout réapprendre. On a quand même face à un public qui, pour beaucoup, toute leur vie d'adulte, ont été dans des communautés voulues ou subies. La prison, les centres. Et donc, il y a des tas de choses parfois basiques dans notre fonctionnement pour qui ça doit être travaillé, faire un budget, faire des courses, apprendre à manger. Un café, c'est pas 2 € à la gare. Et donc, on passe avec certains parfois beaucoup de temps à réimpulser ce genre d'ancrage-là. Et avec d'autres, c'est des choses qui sont intégrées et on peut se focaliser sur les recherches d'appart. Alors, il y a une redevance forfaitaire mensuelle de un peu moins de 500 € qui comprend loyer, charges et une épargne qu'on va leur demander de mettre de côté aussi tous les mois, non pas pour une garantie locative, ça ils le compilent autrement, mais pour des besoins liés à l'ouverture des compteurs, ce genre de choses. Et donc ça fait un pack, et s'il y a des dégâts, on sait aussi se rembourser sur des choses. Je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire 30 mètres carrés ici, j'imagine. Voilà. Celui-ci, comme l'autre, a un petit balcon. Parce qu'en fait, c'est une obligation au niveau pompier, il y a une échelle d'évacuation de secours. Donc, les 2 ici ont en plus un petit balcon avec une vue sur la gare, sur les trains. Il y a de temps en temps un renard. Il y a l'atomium. Voilà. Non, mais le cadre est vraiment adéquat. Et quand on voit ce qu'ils retrouvent après, pour souvent beaucoup plus cher, ils sont vraiment bien ici. Voilà. Je vais encore vous montrer le comptoir et on est bon. Le comptoir, il commence ici. Et donc, pour des questions de sécurité, de 8h du matin à minuit, toutes les personnes qui viennent chercher du matériel stérile, on va les faire rentrer. Comme ça, symboliquement, ils passent la porte du centre et ils vont dans le local où on va aller juste après. Par contre, de minuit à 8h du mat, le comptoir va se faire ici, par la fenêtre qui se situe derrière l'or, pour qu'à un moment donné, les travailleuses soient dans de bonnes conditions pour travailler. Donc, la particularité, c'est que ce comptoir est ouvert 24/24. C'est parce qu'il est attenant au fonctionnement du centre de crise. Voilà. Et donc, la nuit, on met un chariot ici, de telle sorte que le comptoir d'échange de matériel puisse se faire à ce moment-là. Ça se passe bien. Voilà le comptoir, venez. Voilà, c'est ce chariot-là qui est amovible et qui permet d'être déplacé jusque-là. Alors, l'idée pour nous, c'est de pouvoir donner du matériel stérile de consommation, peu importe le mode de consommation, que ce soit de l'injection, de l'inhalation. Voilà, c'est principalement ces 2 modes-là que les personnes viennent chercher ici. Les personnes qui consomment en sniff, c'est quand même plus rare. Ils ne sont plus à ce stade de ce genre de consommation quand ils arrivent ici. Et donc on leur fournit tout au niveau du matériel stérile d'injection. Voilà. On donne aussi de l'iridoïde et des crèmes pour à un moment donné du néocutigénol pour tout ce qui est problème de peau. Voilà, c'est de la bobologie, mais ça marche bien. Et ils ont toujours bien un petit truc qui ne va pas quelque part. Voilà. Quand c'est plus grave, nos infirmières sont là. Et quand c'est vraiment grave et urgent, on est un bon utilisateur du 112. Ce projet-ci est complètement anonyme.
On a une base de données ici par le biais de laquelle on rentre sous couvert de l'anonymat. On va demander, imaginons que Laure, qu'on connaît bien au centre de crise, voilà, Laure, ça fait 10 ans qu'elle vient au centre de crise, c'est une usagère habituelle, voilà. Quand elle vient au centre de crise, on va l'appeler Laure. Pas de problème, le lien de confiance est établi. Mais toutes les fois où elle vient chercher du matériel au comptoir, on va prendre sa lettre, une initiale du prénom, une initiale du nom, une date de naissance, pour qu'on ait un identifiant concernant le taux de fréquentation de Laure. Mais on aura respecté l'anonymat. Laure, on la connaît, ça va. Imaginons que vous venez pour la toute première fois ici en venant d'abord au comptoir. Si on demande nom, prénom, il y a une série de personnes qui ne vont pas vouloir rentrer. Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles on est attentif et qui fonctionnent plutôt bien. Parmi les visiteurs du centre Transit ce jour-là, Camille Blanjouvent, chargée de mission prévention sécurité à la mairie de Villeurbanne, partage son ressenti. Je trouve que c'est super d'avoir un lieu comme ça qui propose différents accompagnements, différents moments des parcours des usagers avec un très fort soutien de la ville, de la région, avec énormément de salariés. Du coup, ils disaient plus de 120 équivalents temps plein, donc ça donne envie de faire des choses. Objectif donc atteint par l'EFUS et le projet Icarus qui vise notamment à encourager le partage de connaissances et l'échange de bonnes pratiques dans son réseau. L'EFUS remercie Laurent Mess et ses partenaires bruxellois de nous avoir permis cette immersion dans le centre Transit à Bruxelles. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette visite. C'était le dernier épisode de cette première saison du podcast de l'EFUS. Avec Elisabeth Johnston, la déléguée générale de l'EFUS, nous vous donnons rendez-vous bientôt dans une nouvelle saison dédiée aux outils du projet Icarus. De nouveaux échanges passionnants sur les approches innovantes et les initiatives locales en matière de sécurité urbaine. Pour rester informé, rendez-vous sur le site internet du Forum européen pour la sécurité urbaine et abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast de l'EFUS.